Rebonjour à tous, je suppose qu'on m'entend. On est donc au 4e jour du sommet des entreprises durables. Je suis ravi d'accueillir ceux qui viennent de nous rejoindre, ravi d'accueillir ceux qui continuent à nous suivre depuis le début. Merci d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, mais ce serait un peu tard pour arriver, je m'appelle Nicolas, cofondateur de Pulsitive Impact. On organise tous les ans ce sommet des entreprises durables pour discuter avec des entrepreneurs. Il y a mon téléphone qui vient de sonner, c'est pas grave, c'est du direct. Pour discuter avec des entrepreneurs, avec des experts, avec des activistes pour parler de transition. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Xavier pour parler de plein de sujets, parce que Xavier, il a fait plein de choses. Et je vais commencer par le laisser nous expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et non, ça suffit, c'est déjà pas mal. Ça fait effectivement. J'allais dire pourquoi tu es là, mais pourquoi je suis là? Ben, à la base, parce que tu m'as invité. Voilà, ça c'est réglé. Donc voilà, ça c'est précis. Donc, écoutez, qui est-ce que je suis? En fait, mon engagement professionnel depuis à peu près 3 ans maintenant, moi j'ai repris la direction générale du groupe Invest BV. Invest BV, c'est un des Invest wallons. Vous savez qu'en fait, il en existe un certain nombre répartis sur le territoire de la région wallonne. Nous avons un pendant à Bruxelles qui est donc Finance and Invest Brussels, et nous avons tous les Invest wallons un actionnaire en commun qui est minoritaire donc chez chacun d'entre nous, mais un actionnaire vraiment de fond, un actionnaire important qui est aujourd'hui Wallonie Entreprendre, qui est donc le bras de financement public, l'outil public de financement des PME et des entreprises en général, donc de la région wallonne. Donc InvestBE, c'est un groupe qui a une majorité d'actionnaires privés, mais qui poursuit, comme ses confrères et consoeurs des autres régions en région wallonne, le but de contribuer quelque part au développement économique de la région. Et nous avons une mission plus particulière qui est celle de soutenir les PME, donc organisées en entreprise, dans des phases cruciales de leur développement pour leur permettre de franchir certains plafonds de verre et ce genre de choses. Donc voilà, on est un organisme financier, on prend des participations, on n'est pas subventionné par la région wallonne, donc on ne reçoit pas de subsides et on ne distribue pas de subsides, parce que paradoxalement, c'est quand même une question que je reçois assez souvent, en disant, tiens, on reçoit par exemple des mails, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme subside pour telle activité? Il y a tout un catalogue, on peut donner évidemment les références, puisqu'en région wallonne, il y a pas mal de subsides disponibles, à Bruxelles également. Donc voilà, ici je m'exprime surtout pour les francophones évidemment. Ouais. Donc, mais à côté de ça, donc moi j'ai un parcours d'entrepreneur aussi. J'ai eu l'occasion de fonder ou de cofonder l'une ou l'autre société. J'ai également un long parcours en banque au début de ma carrière, où j'ai pu faire des choses passionnantes à une époque où les banques pouvaient encore faire un certain nombre de choses et prendre un certain nombre d'engagements quand il s'agissait de la vie des entreprises, ce qui est beaucoup plus régulier et cadré à l'heure actuelle. Donc, en parallèle, j'ai toujours eu besoin, puisque la vie m'a amené à faire des choses dans un domaine plus financier, au travers de mon expérience professionnelle, j'ai toujours eu besoin de garder un engagement de type associatif. Donc, je suis resté actif. J'étais déjà très actif quand j'étais étudiant, mais c'est toujours resté une constante par la suite. Question un peu d'équilibre quelque part entre des sujets qui sont, je pense, vitaux, notamment pour notre avenir collectif et qui sont liés à l'économie, et d'autre part des choses plus concrètes qui touchent les gens de plus près. Et donc, notamment, je suis, pour ainsi dire, pratiquement depuis le tout début, donc bénévole au Festival d'Acemo, que beaucoup de gens connaissent bien, mais je suis encore toujours aujourd'hui le président de la fédération d'événements et de la fédération d'ASBL, à laquelle appartiennent l'Acemo, Namuram et ce genre de choses. Donc c'est quand même aussi quelque chose qui, dans le temps libre, prend un petit peu de place. Et voilà. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à intervenir aussi à différentes phases de ma carrière, comme formateur, comme professeur aussi ou coordinateur de programme. À l'heure actuelle, ça s'est réduit par manque de temps, mais c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup
à l'université, dans une école supérieure ou pour des publics de professionnels divers et variés. Voilà. Chouette. Bah, merci, merci d'être là. On est vraiment ravis de t'avoir. Et pour te comprendre un peu plus, j'ai encore deux questions plus personnelles, ce qui est comment est-ce que toi tu vois le monde, ou plutôt par quel prisme tu analyses le monde qui t'entoure? Bah, écoute, y a plusieurs manières de répondre à ta question, évidemment. À la Je les veux base, toutes. à la base, en fait, je suis quelqu'un qui est, enfin, de manière assez fondamentale, je regarde les choses toujours de manière optimiste. Alors même dans la plus noire des situations, même quand tu es au fond du panier, je pars du principe que après cette période-là, il y en aura une autre. Deuxième manière de définir le regard que je porte sur les choses, je suis père de famille. Je suis parfaitement conscient d'un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas dans notre monde d'aujourd'hui, d'un certain nombre de questions auxquelles collectivement on doit apporter des solutions, etc. Et donc, je pourrais me concentrer uniquement sur l'éco-anxiété et les raisons de l'alimenter. Je pourrais me concentrer uniquement sur les tensions géopolitiques, etc., avec leurs conséquences économiques, sociales, humaines en général. Euh, mais en fait, ce qui m'importe, c'est de me dire, tiens, on est chacun un minuscule rouage à titre individuel dans un ensemble très complexe. Est-ce que le petit rouage que je représente et les moyens d'action de ce petit rouage, est-ce qu'ils sont mis à profit de manière à apporter quelque chose autour de soi? Et ça reste vraiment un fil rouge pour moi. Et on a différentes phases dans une vie professionnelle. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de remplir une fonction qui me permet d'avoir un peu plus d'impact que si j'étais seul, isolé dans mon coin, à titre professionnel et à titre extra-professionnel. J'évoquais la fédération Pastou, donc, qui est la fédération qui regroupe Namur-en-Mai, la CEMO, les cabarets d'Alice, Julia et compagnie. Donc, voilà, ce sont des équilibres. Mais j'aurais besoin, je pense, comme simple citoyen, à la fin de ma vie, de me dire, OK, j'ai quand même eu une contribution quelque part, même si personne n'en gardera un souvenir immémorable. Je pense que ça fait partie d'un rôle de citoyen qui se dit, je suis pas indifférent à ce qui se passe autour de moi et j'ai envie, à ma petite échelle, de pouvoir jouer un rôle. Merveilleux. L'autre question qu'on a demandé à tous nos intervenants, c'est pour te connaître un peu mieux, c'est, bon, tu l'as dit toi-même, tu as été beaucoup déjà actif dans les associations. Est-ce qu'il y a un moment où toi, tu as eu un déclic de passer on a parlé de traditionnel, mais c'est pas ça, du vieux monde au nouveau monde? Mais en fait, c'est quelque chose qui est venu progressivement parce que il y a donc enfant, adolescent, on était assez frappé par la dénonciation de situations de pollution invraisemblables, par l'une ou l'autre catastrophe. On voyait à la télévision un pétrolier qui avait sombré, etc., avec les oiseaux mazoutés. C'était des choses dont on parlait à l'école. Mais ça, il n'y avait pas cette conscience de la situation, j'allais dire, à l'échelle quelque part globale de l'environnement et de la planète sur laquelle on vit. Par contre, c'est vraiment une petite anecdote, mais je m'installe pour la première fois seul. Enfin, c'est le stade intermédiaire entre le cote et le premier appartement. Et j'invite un grand ami à moi qui vient avec sa compagne et elle rentre dans mon appartement, on papote et j'avais préparé deux, trois trucs, je vais dans la cuisine, mais il m'accompagne évidemment pour venir chercher ce qui est nécessaire pour mettre à table. Elle voit dans ma cuisine que j'ai une poubelle. Et instantanément, elle m'a foudroyé sur place. Comment tu ne fais pas ton tri? Eh bien, je le reconnais, je ne sais plus, j'avais 23 ans, je crois. Le fait de me dire, merde, pardon pour le terme, mais elle a raison. Il n'y a pas de Elle a raison, censure. et je n'y ai pas pensé par moi-même. Ouais. Et en fait, beaucoup de choses sont parties de cette bête anecdote-là, parce que par la suite, c'est resté une préoccupation. Et puis, petit à petit, il y a un certain nombre de choses qui en découlent. Maintenant, se dire qu'on est totalement logique avec soi-même, il y a probablement des choses que je fais encore aujourd'hui qui pourraient mériter réflexion ou critique, mais globalement, il y a quand même une forme de conscience. Et puis j'ai trois adolescents à la maison depuis qu'ils sont tout petits.
ils ont eu l'habitude que toute question appelle réponse. Et donc, ils n'hésitent pas de temps en temps Il resserre ta dissonance cognitive. ils contribuent comme autant de facteurs, c'est-à-dire comme autant de clignotants sur un tableau de bord. Ouais. Ils contribuent de temps en temps à ramener certaines questions dans le conscient. Parce que je crois on est, la plupart d'entre nous, on a des sujets dont, quand on en parle, on se dit ah oui, c'est vrai. Et puis le quotidien nous appelle à autre chose, et puis ça redescend un petit peu dans le subconscient jusqu'à la prochaine fois. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce ne soient pas des sujets qui soient ni tabous, ni ignorés, qui doivent être abordés régulièrement et sur lesquels je crois qu'il est intéressant, au sein d'une cellule familiale, au sein d'un groupe d'amis, d'un groupe social quel qu'il soit, d'avoir, je dirais, une forme de discussion et d'une discussion qui reste ouverte. Parce que les réponses aujourd'hui, il n'y a personne qui a l'exclusivité des réponses aujourd'hui, si ce n'est sur le constat qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Ouais. Il y a Kate Raworth, que la plupart des gens connaissent aujourd'hui, qui a, je trouve, au travers du modèle du donut, mis quand même le doigt sur quelque chose d'assez fondamental. On n'est plus dans une économie comme on pouvait l'avoir au 19e siècle ou début du 20e siècle, dans laquelle finalement on ne tient ni compte des limites planétaires, ni compte de l'être humain. L'un et l'autre, pour moi, c'est deux balises. Quand on estime normal, quand on traverse un pont, d'avoir une rambarde à gauche et une rambarde à droite. Et là, en fait, dans le passé, finalement, certaines personnes étaient conscientes qu'on aurait dû avoir, ou qu'il fallait tenir des distances respectueuses des deux côtés pour éviter de prendre des risques. Il y a quand même énormément de choses qu'on a fait dans les modèles traditionnels hérités du passé qui ne tenaient pas compte de ces limites-là. Et aujourd'hui, quand nous avions 25 ans, je me souviens avoir dit avec des amis à un groupe de nos parents, en fait, le monde que vous nous laissez, vous auriez quand même pu penser à un certain nombre de questions. Et ça me fait sourire parce qu'aujourd'hui, j'ai l'âge des parents sur la bosse de qui je suis tombé. Et quelque part, je peux comprendre et entendre le discours qui est envoyé aujourd'hui par toute une série de jeunes à l'égard de, du coup, ma génération. Donc voilà, dans la génération de nos parents, il y avait déjà des gens qui étaient engagés, qui plaidaient certaines causes, qui essayaient d'ouvrir les yeux. Mais mai 68. Nous, on a aussi, été un certain nombre à porter des causes, etc. Moi, je remercierai toujours non seulement la compagne de mon grand ami en question, je remercierai toujours toute une série de gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai pu discuter. Et à l'heure actuelle, par exemple, pour terminer là-dessus, donc je fais partie de 2030. 2030 est ce qu'on appelle communément un think tank, structuré en ASBL, mais c'est un think tank dans lequel des patrons d'entreprises se rencontrent, des CEO d'entreprises se rencontrent, y compris certaines très grandes entreprises industrielles bien connues. Et en fait, on se rencontre tous les mois. Une fois sur deux, l'un d'entre nous passe sur le grill, il présente son entreprise, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ce qu'il a envie de faire et ce qui est compliqué à faire, les obstacles qu'il a, etc., dans une réflexion fondamentale sur la transition. Alors, certains pourront se dire, ouais, mais tant que ça reste des discussions entre patrons, ça sert à rien. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Parce que le regard des pairs qui se sont engagés, parce que mine de rien, passer une soirée par mois, on reçoit des lectures à faire avant, parce que sinon on n'est peut-être pas pertinent dans nos manières de réfléchir. On partage après ce qu'on a retiré de chaque session. Donc une fois sur deux, c'est l'un d'entre nous qui passe devant ses pairs et qui va un peu expliquer où il en est, en bien ou pas d'ailleurs. Et les challenges qu'il a quand il veut avancer sur un esprit de transition. Et l'autre mois, on reçoit des gens pour inspirer nos réflexions. Alors on a eu Emmanuel Faber, l'ancien patron de Danone, qui est connu pour sa volonté de faire évoluer les grandes entreprises, et le prix qu'il a payé pour ça d'ailleurs. On a eu des gens comme Kate Raworth, mais on a également eu, et je les en remercierai toujours, des militants d'un certain nombre d'associations, dont notamment Extinction Rebellion. Alors vous allez me dire c'est un cocktail explosif, et bien je peux vous dire que c'était une soirée extrêmement intéressante, et je pense pour les deux parties. Donc voilà, à titre privé, un certain type d'engagement, à titre professionnel, on essaie d'établir pas une connivence, mais en tout cas une connexion entre les différentes sphères.
Et je pense, et c'est probablement quelque chose que je vais répéter plusieurs fois aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit collectivement conscient qu'en fait, les entreprises ne sont pas qu'un obstacle à la transition. Alors, certaines d'entre elles, incontestablement, mais il faudra les conduire à évoluer, que ce soit par la réglementation, par le challenge que leur propre marché va représenter. Parce qu'en fait, quand vous aurez suffisamment d'acteurs de marché qui auront commencé à s'engager de manière claire ou à modifier leur façon de travailler, et à terme, je suis persuadé de ça, leurs business models vont évoluer. Et quand on sera dans des business models plus vertueux et qu'il y aura suffisamment d'acteurs qui seront là-dedans, ça deviendra un désavantage compétitif de rester dans des modèles qui sont non responsables à l'égard à l'égard des ressources planétaires, à l'égard du facteur humain, etc. Toi, avec ce que tu vois enfin, dans ton travail chez InvestBE, par exemple, est-ce que tu vois que cette désavantage compétitif de rester dans l'ancien monde apparaît déjà? Qu'est-ce qui, à ton avis, est nécessaire pour accélérer? Parce que bon, on a le temps et on n'a pas le temps. Alors, Euh, pour accélérer les choses, en fait, il y a des phénomènes qui commencent à prendre forme et on reste souvent dans le domaine du B2B ici, donc le grand public n'est pas toujours conscient de ce qui se produit pour l'instant progressivement comme changement. Mais je dirais je fais partie des gens qui soutiennent très fort le modèle d'un reporting extra-comptable des entreprises. Alors, on va avoir une première étape qui est importante avec avec les premiers rapports simplement sur l'impact carbone des activités des entreprises à partir de 2025. Et donc, ce sont des rapports qui vont porter sur les données de l'année qui est en cours. On commence par les grandes entreprises, par les grandes institutions. Et puis ça percole. Et puis, ça va percoler. Parce que ici, c'est une législation qui arrive, c'est un cadre européen. Et donc, vous allez me dire, tiens, oui, mais vous voyez bien, c'est pas les entreprises qui agissent elles-mêmes, c'est une contrainte qu'on leur met, etc. Alors, oui, mais la solution n'est pas dans le marché va tout réguler tout seul, la solution n'est pas dans les pouvoirs vont tout inventer tout seul. Je crois que ça doit évoluer de pair. Dans la collaboration. Il y a au niveau européen quand même pas mal d'initiatives, certaines portées par des associations, d'autres par des groupements professionnels, etc., qui contribuent à malgré tout faire évoluer le cadre de référence ou le cadre de réflexion autour de ces sujets-là. Et la PME, qui pour l'instant a encore un délai complémentaire pour ne pas devoir rentrer dans le même canevas que les grandes entreprises, la PME, en fait, beaucoup de nos PME travaillent en B2B. Et dans leurs clients, il y a qui? Notamment des grandes entreprises, notamment des administrations publiques. Donc se dire qu'en fait, on ne va pas assez vite parce qu'en fait, on laisse encore du délai à la toute grande majorité des entreprises qui sont moyennes en taille, voire petites ou toutes petites, ben forcément, un certain nombre d'entreprises PME aujourd'hui commencent à réaliser, oui, mais on me demande mon bilan carbone au niveau de mon client. Les banques aujourd'hui, parce qu'elles voient aussi ce cadre arriver, et surtout qu'il y a eu une pression de leurs clients et d'un environnement global, pas seulement européen, d'ailleurs c'est beaucoup plus large que ça. Les banques aujourd'hui, certaines d'entre elles, voire une majorité d'entre elles, commencent à avoir l'idée de dire ben, on ne va pas pratiquer le même taux d'intérêt pour une entreprise qui a une démarche positive en matière de transition et pour une entreprise qui ne l'est pas ou qui ne veut pas jouer le jeu. En d'autres termes, cette dernière-là, elle aura probablement, voire déjà dans certains cas, c'est déjà d'application aujourd'hui, elle aura une majoration de son taux d'intérêt. En d'autres termes, il va commencer à y avoir un coût économique. On a vu en Allemagne notamment à un moment donné certaines initiatives de pseudo-boycott de certaines très grandes entreprises percoler au niveau réaction et certaines des entreprises en question, certaines grandes entreprises aujourd'hui, elles ont un degré de conscientisation qui n'est pas simplement celui de il y a une législation et je dois l'appliquer, que j'aime ou que j'aime pas, je dois l'appliquer. Mais il y a certaines grandes entreprises aujourd'hui et beaucoup de PME et de petites entreprises au sein desquelles il y a un dialogue ouvert sur le sujet. Vous savez, quand vous avez envie de motiver des gens parce que vous avez besoin de profils particuliers, si vous avez un discours et une position claire là-dedans, vous avez peut-être augmenté votre attractivité en tant qu'employeur aussi. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça veut dire, enfin, certains esprits critiques pourraient se dire, oui, mais là, on pourrait rentrer de nouveau dans le greenwashing, dans l'hypocrisie et tout. Attention, hein, quand vous impliquez des membres de vos équipes en interne,
et que vous êtes manager, Il laisse pas passer. top manager. Mais ce qui se passe surtout, c'est que vous avez complètement démobilisé vos équipes. Si vous les avez fait réfléchir, travailler, si vous leur avez ouvert des fenêtres, et puis en fait vous dites, bon ben c'est très bien, Oui. mais je n'en fais rien du tout. Il y a rien de pire. Je reste assis dessus. On en discutait hier justement avec Jean-Mine de Composil qui, Ouais. après le Covid, ont complètement shifté leur façon de discuter de leur business et qui ont eu tout d'un coup des gens qui ont postulé de manière, comment on dit ça? Spontanée, merci. Qui ont postulé de manière spontanée, ce qui n'existait pas avant, une remobilisation des équipes, un rebranding aussi de ce qu'ils font. Donc, c'est clair que ça bouge. Après, moi, ce qui m'inquiète, ce qui nous inquiète, c'est sur sur la CSRD dont tu parles, c'est le poids financier, temporel, énergétique que ça prend pour une PME de devenir, de se ranger du côté légal de la CSRD par rapport à une grosse boîte qui a déjà les moyens de le faire. Et donc, est-ce que toutes ces législations ne vont pas quand même peser sur les PME qui ne sont pas en mesure, puisqu'elles sont déjà en train de s'activer comme elles peuvent, de se mettre en règle, quoi. Alors j'aime bien que tu poses cette question-là parce qu'en fait, on vit dans un monde un peu paradoxal, hein, notamment en Belgique francophone, dans le sens où on sera tous d'accord sur le fait de dire qu'on a besoin d'une nouvelle dose de fraîcheur et d'initiative économique en permanence, notamment pour assurer le maintien de la prospérité que nous connaissons, notamment pour permettre des débouchés à la plupart, pas seulement de nos jeunes, hein, mais aussi des gens qui, dans le processus continu de création et de disparition d'entreprises, vous retrouvez à un moment donné, vous avez travaillé 15 ans pour une entreprise. Aujourd'hui, quand moi j'ai commencé à travailler, le message qu'on entendait partout, c'est surtout faites pas comme vos parents. Si vous travaillez toute votre vie dans la même entreprise, c'est une catastrophe parce que de toute façon, ça peut changer d'actionnaire, ceci, cela. On pourrait vous débarquer demain en ne vous remerciant pas pour vos années d'engagement et de bons et loyaux services. Ça, c'était le message que nous, on recevait à la sortie de l'université. J'entends aujourd'hui la même chose et j'entends aussi pas mal de patrons d'entreprises, mais également de managers dans les administrations publiques qui disent oui, mais avoir des jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager ou qui sont conséquents en matière de je m'engage et je prends des responsabilités, je m'y tiens, c'est plus compliqué qu'avant. Je dirais que le message en fait n'a fait que se renforcer puisque on a vu que les cycles économiques ont eu tendance à s'accélérer et que oui, quand on a confié les clés de la maison à un certain nombre d'entreprises qui en fait ont leur centre de décision aux quatre coins de la planète, il n'y a pas la proximité, il n'y a pas le relationnel humain qui est le même, et donc il y a des décisions à un moment donné de restructuration, de réorientation d'activité qui sont plus facilement prises quand on est à X milliers de kilomètres plutôt que quand on est collègue de travail et je vais devoir t'annoncer demain, en fait, sorry, j'ai plus besoin de toi. On réfléchit un peu plus. Ouais. Et donc simplement, cette charge administrative, pourquoi je parlais du paradoxe? Parce qu'en fait, on sous-estime, voire on reproche parfois beaucoup de choses et on présuppose beaucoup de choses de la part des entrepreneurs. Il faut se rendre compte que lancer une boîte, d'abord c'est un acte de foi, c'est un acte de courage, et puis surtout pour une boîte qui réussit, il y en a un certain nombre qui n'auront peut-être pas réussi, mais pour chaque entreprise qui réussit, ça crée de l'emploi, ça crée une contribution à une chaîne de valeur parce qu'elle a des fournisseurs, parce qu'elle a des clients. Qui eux-mêmes créent de l'emploi, créent de la valeur économique, etc. Et donc, ne pas prendre ce phénomène en compte, et notamment la charge mentale que ça représente, parce que le petit patron ou le patron de PME, en fait, tant que vous n'êtes pas au stade de la grande entreprise, vous n'avez pas des collaborateurs spécialisés dans toutes les matières, ce qu'on appelle dans le jargon des C-level, donc le niveau comité de direction, si vous voulez. Il y en a un qui est responsable des ventes, il y en a un qui est responsable de, je sais pas moi, de l'immobilier, un autre de la production, un troisième de la recherche et développement, etc. Où il y a même des responsables marchés, Europe et Moyen-Orient, Asie, machin. Non, ça c'est le propre des grandes entreprises. Mais l'immense majorité de nos entreprises, c'est des PME. Alors, on a besoin de grandes entreprises parce qu'elles nourrissent tout un réseau de PME autour d'elles. Ils sont interdépendants, mais voilà, le patron de PME, le patron de TPE, en fait, c'est un homme orchestre, c'est une femme orchestre. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, tout d'un coup, merde, il y a une fuite dans le toit du hangar où on a stocké
nos produits finis ou nos matières premières, catastrophe, il faut trouver une solution tout de suite. C'est le camion de livraison n'est pas arrivé chez le client, je m'arrache les cheveux. Bon, moi j'en ai plus beaucoup, hein, mais comment dirais-je, je m'arrache les cheveux parce que mon client est dans la difficulté et qu'en même temps j'ai peur que du coup il n'ait plus envie de passer commande chez moi. J'ai un membre de mon personnel qui est tombé malade, qui a eu un accident, Oui, c'est il y a un enfant qui a ceci ou cela. Qu'est-ce que je fais parce qu'on a des petites équipes, donc on ne sait pas toujours remplacer, etc., etc. Je peux continuer ça longtemps. Je pourrais donner plein d'exemples des soucis quotidiens du patron de PME. Et donc ici, tu rajoutes encore quelque chose. Il y a déjà la TVA, il y a déjà la comptabilité. Alors ça va peut-être surprendre pas mal de gens, mais j'avais découvert en tant que jeune dans un département de ce qu'on appelait corporate finance, je m'étais rendu compte qu'en fait, certains patrons d'entreprise maîtrisent très bien leur processus de production, leur démarche commerciale, etc. Mais par exemple, leur bilan, ce que le bilan comptable peut leur donner comme indication sur leur entreprise, c'était parfois plus compliqué de réconcilier leur intuition, leur feeling, qui peut être bon ou un peu biaisé parfois, avec les chiffres. Donc, il faut déjà maîtriser en fait énormément de choses. Il faut un minimum de talent humain parce que un chef d'entreprise ne réussit pas tout seul. Mais par contre, il est tout seul souvent, ou elle est toute seule très souvent. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette solitude du patron d'entreprise et a fortiori beaucoup du patron de PME et TPE? C'est parce qu'en fait, les membres du personnel, ils attendent un certain nombre de choses du patron. Et ils ne se sentent pas d'office responsable de certaines thématiques qui sont dans les mains du patron, pense-t-il. Mais l'environnement, c'est la même chose. L'employé communal qui voit que vous avez demandé un permis pour ceci ou pour cela, il n'est pas dans l'empathie d'office automatiquement parce que lui, il dit « Ah ben on a un règlement comme ceci, les voisins vont dire ça, du coup le chien ne sera pas content. » Et donc, ils ont aussi leur propre set de critères à appliquer. Mais le patron, il va parfois se sentir compris par le préposé de l'administration qui aura face à lui. Mais dans beaucoup de cas, pas, parce qu'en fait, ils viennent avec des cadres de référence qui sont différents et avec des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Donc, et c'est là que faire société à un moment donné, ce serait peut-être parfois d'être plus dans un dialogue. Bon, quel est votre souci? De quoi vous avez besoin? Mais ça marche dans les deux sens. Hein. Je veux dire, il faut qu'à un moment donné, nous, comme porteurs d'initiatives privées, on puisse comprendre les contraintes de fonctionnement. Ici, je parle d'une administration publique, mais face à moi, l'interlocuteur, qu'est-ce qu'il amène? Et il y a la législation environnementale, il y a les législations sociales qui sont d'une complexité sensible. On a la législation fiscale qui est extrêmement compliquée. Hein. On a souvent dit qu'il serait nécessaire, d'un point de vue citoyen, de faire une mise à plat de la fiscalité. Pour moi, c'est un sujet qui, parce qu'il est compliqué, est un peu l'arlésienne. Je crois que ça fait depuis 1975 ou quelque chose comme ça qu'on n'a pas eu une vraie réforme fiscale. Personne n'ose s'y attaquer. On le prend toujours sous l'angle du budget. Et donc, en d'autres termes, on ne pose pas les questions fondamentales là où elles doivent être. On a une complexité aujourd'hui d'une règle fiscale qui est invraisemblable. Et le patron de PME n'est pas équipé pour ça. Donc, j'en viens à la question, tiens, CSRD, est-ce que ça ne va pas être la xème couche pour noyer les profils d'entrepreneurs? C'est le risque. Mais à côté de ça, il y a toute une série d'acteurs qui ont essayé, par exemple, maintenant de se fédérer pour avoir la même exigence en termes de questionnaires à remplir pour pouvoir rentrer dans le processus. Alors, c'est les grands acteurs publics qui démarrent ça. Des acteurs comme nous, on participe aux discussions, on est bien informés et on va bénéficier du retour d'expérience de ces grands acteurs publics pour voir du côté des banques, aux dernières informations dont moi je dispose, les banques n'ont pas encore atterri sur la question, mais la proposition est la même pour elles. L'idée, c'est qu'il y a un questionnaire, vous l'avez rempli une fois, au niveau belge, je parle ici, pas au niveau européen, vous l'avez rempli une fois pour votre je sais pas moi, n'importe quelle activité économique que vous avez, vous l'avez rempli une fois. Eh bien, vous pouvez redonner le même questionnaire à une autre organisation, une autre institution, etc. Vous avez fait le travail, on ne va pas vous demander de le refaire chaque fois. L'idée, c'est de standardiser sur le même standard que la CSRD, qui est le GRI.
Absolument. Et avec un espoir, c'est que l'on puisse le plus rapidement possible arriver à la définition d'un format d'échange de données au niveau européen, qui ferait aussi qu'on peut ouvrir la boîte à innovation en matière de qu'est-ce qu'on peut faire avec la donnée qui vient de la CSRD, en définissant un format européen d'échange de données en ce qui concerne le volet CSRD. Donc tout ce qui est à l'heure actuelle principalement en carbone, mais il faut s'attendre dans les années qui viennent à ce qu'on ait les mêmes types d'exigences en matière d'eau, en matière d'air, en matière de sol, etc. Oui, dans la CSRD, il y a 3-4 dimensions qui sont obligatoires et puis plein de dimensions qui vont venir derrière. Qui vont faut être clair. Et toi, donc ça, c'est une directive européenne. Après, on va passer à un autre sujet, mais ce qu'on ne se voit pas encore, c'est exactement comment la Belgique va réagir à ça. Est-ce que toi, tu as des infos Alors, des infos à l'heure actuelle. Ou une idée. Des infos à l'heure actuelle, d'un point de vue formel, factuel, non. Oui, je sais toute une série de réflexions qui sont portées à gauche ou à droite, mais de là à pouvoir te dire la Belgique pense. Bon, déjà, la Belgique a organisé une complexité institutionnelle qui fait en sorte que c'est parfois compliqué vu les préoccupations divergentes sur certains points et sur les lignes du temps et la perception des lignes du temps pour passer à l'action qui ne sont pas les mêmes en fonction des différentes entités belges qui doivent être associées à ces réflexions. Par contre, ce qui est clair, c'est que tant du côté néerlandophone que du côté wallon, du côté bruxellois, il y a quantité d'acteurs qui ont envie qu'un certain nombre de choses bougent, et pas seulement des acteurs issus de l'associatif. Il y a aussi des acteurs qui sont issus du monde des entreprises et qui ont envie que ça bouge dans un sens positif et dans un sens résolu. Tu évoquais la charge administrative des patrons de PME, mais il y a une autre préoccupation que les patrons d'entreprise ont beaucoup, c'est de se dire, mais les gars, on ne fonctionne pas de budget de 12 mois en 12 mois, contrairement à ce que la plupart des gens dans le grand public pensent. En fait, quand on fait un investissement, on est parfois parti pour 5 ans, pour 10 ans. Si on doit construire une extension à ses bureaux ou son usine, on est parti dans une réflexion généralement toujours à 15 ans au moins. On ne développe pas, on ne fait pas certains projets de recherche et développement en se disant je dois tout prendre en charge l'année prochaine et l'année d'après je dois avoir rentabilisé. C'est plus complexe que ça. Et donc ces notions d'évolution, je partage totalement le diagnostic de beaucoup de gens. Il faut qu'on accélère le mouvement, mais comment accélérer le mieux le mouvement? C'est en ayant un maximum d'acteurs qui bougent en même temps. On n'obtiendra pas, je crois, de vraie évolution si on n'a pas quelque part concentrer nos énergies sur déclencher un mouvement de masse. Alors, je sais qu'à certains endroits, quand il y a une route qui est menacée par un glissement de terrain, on provoque le glissement de terrain à l'avance. La législation peut permettre de faire ce genre de choses. On déblaye la route et on peut avancer. Mais d'un autre côté, s'il y a personne qui est là et qui s'engage sur la route en question, on va encore attendre longtemps. Donc, les entreprises, je l'ai déjà dit, et on pourra me coller l'étiquette qu'on veut sur la tête, mais elles font partie du changement. Elles doivent faire partie du changement. Et celles qui avancent pas, eh bien, quitte à être choquant, je crois qu'un certain nombre d'entre elles disparaîtront parce qu'elles n'auront pas avancé. Et je pense, à titre personnel, que j'aurai probablement moins de regrets de voir certaines entreprises disparaître que de voir qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui avancent. Ouais. Et ça me fait penser, on a eu Emmanuel Durion, le directeur de Pocheco. C'était lundi, je pense. Je sais plus. Mardi. Et je lui ai demandé c'est quoi l'avenir de Pocheco, et il m'a dit tu sais, les entreprises c'est comme des êtres vivants, c'est fini. C'est fini dans le sens que ça peut mourir et c'est pas grave. Absolument. Et il y aura d'autres projets qui vont émerger. Et puis et donc c'est ça aussi de dire en fait il y a des entreprises qui seront à un moment plus adaptées, qui ne se seront pas adaptées, qui seront plus adaptées au monde qui advient, et c'est comme ça. Et il y en aura d'autres qui prendront leur place, quoi. Il y a quantité d'exemples, y compris des entreprises qui ont été numéro 1 mondial, hyper connues, etc., et qui ont en fait totalement disparu. Alors dans le passé, on évoquait, oui, mais ils n'ont pas vu telle technologie arriver, comme ils dominaient leur marché, ils se sont dit on va pas se cannibaliser, et donc oui, économiquement, parce que technologiquement parlant, ils n'ont pas voulu. Mais d'un autre côté, je veux dire, il faudra quand même
à un moment donné, il y a certaines ressources qu'on utilise beaucoup pour les écrans tactiles des téléphones et ceci et cela, dont on sait très bien que dans quelques dizaines d'années à peine, voire moins, il n'y aura plus de ressources. Non. Ah, il y a une question? Ah, il y a une question. Je suis pas attentif aux questions. Il y a Frédéric qui demande les entreprises TPME ont très peu d'infos concernant un CSRD et son application. Ce serait bien si une organisation met en communication les entreprises qui veulent avancer. Tout à fait. Ah, ça, Très c'est bien. super. En fait, c'est une excellente réflexion que je partage tout à fait avec Frédéric. Donc, il en existe en fait. Hein. Aujourd'hui, si je prends côté wallon, par exemple, l'Union wallonne des entreprises a, je ne sais plus si c'est une personne, deux personnes qui sont vraiment des personnes totalement dédicacées à ces sujets-là. Il y a des événements qui sont organisés sur cette thématique. À ma connaissance, les cercles d'affaires ont commencé également à organiser régulièrement des présentations. En ce qui concerne un VSBV, donc un VSBV concrètement, nous avons 113 organisations, enfin entreprises dans lesquelles nous avons soit une participation au capital, soit nous les finançons pour réaliser un certain nombre de développements, soit il y a la combinaison entre les deux. Et toutes ces entreprises, par exemple, vont individuellement recevoir la possibilité très prochainement, hein, c'est dans les prochaines semaines que ça démarre, de faire ce qu'on appelle un carbone quick scan. En fait, et il y a une deuxième chose qui se prépare derrière, dans les coulisses chez SBV, c'est qu'en fait, on travaille avec une start-up liégeoise à faire en fait une évaluation de l'impact carbone sur les scope 1 et scope 2, donc de toutes nos entreprises participées, qu'on va leur donner avec un benchmark qui est assez précis et qui est basé sur les définitions françaises, parce que vous savez qu'en fait, en France, ils ont quand même quelques longueurs d'avance sur la Belgique avec l'ADEME. Et donc, et ce qui est formidable aussi, c'est qu'ils ont pratiqué un système avec l'ADEME qui a permis d'avoir de l'open data. Donc, en d'autres termes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher avec une IA, donc l'activité réelle des entreprises, parce qu'en fait, en Belgique, on n'a pas cette info. Il y a des codes NACE pour ceux qui connaissent le jargon, mais en fait, on met un peu... T'en mets plein et tu mets tout et n'importe quoi dedans. Plein, parce que t'as pas envie de te dire qu'on puisse te reprocher après d'en avoir oublié un alors que tu fais quelque chose. Donc, on essaye d'ouvrir les portes quand on lance sa société, on met beaucoup de choses. Mais dans les faits, c'est très embêtant parce que si on veut être pertinent avec les gens, donc ici on s'est dit, ok, c'est pour une démarche CSRD, c'est pour que chacune de ces 113 entreprises ait la possibilité de se confronter à qu'est-ce que ça veut potentiellement dire pour moi. Donc, ils vont avoir un quick scan carbone qu'ils vont recevoir via nous. Et c'est une de nos sociétés participées qui fait ça, c'est Decarbonize, pour ne pas la citer. Et donc, mais on va leur donner un autre outil aussi. Parce que ça, c'est l'outil qui va leur donner quelques pistes de solutions, je l'espère, la plus efficace possible. Mais d'autre part, on va leur donner un benchmark en disant, en fait, ton activité réelle, c'est ça, ok, très bien, mais regarde un peu, donc avec un intervalle de confiance chaque fois, et on a fait plusieurs itérations, donc on a vu qu'on arrive à avoir un intervalle de confiance qui est assez pertinent. Pourquoi? Parce que certaines de nos entreprises participées font déjà leur bilan aujourd'hui. Et alors même que la plupart de celles qui le font n'avaient pas un incitant pour le faire au départ. Par contre, ça devient aussi dans nos analyses à nous un facteur qu'on prend en compte. Depuis l'année dernière, chez InvestBV, dans notre grille d'analyse des risques, il y a, et j'ai bien dit dans la grille d'analyse des risques, il y a tout l'aspect ESG. C'est justement une question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que vous évaluez la durabilité ou l'ESG des entreprises que vous pouvez soutenir, quoi. Alors, parce qu'on ne veut pas noyer les gens dans des exigences de rapport et compagnie, en fait, on pratique sous forme, au départ, essentiellement d'interviews. On va prendre le temps, en fait, de faire connaissance avec les gens qu'on a face à nous, et contrairement à ce que beaucoup de gens ont en tête, et ça vaut même pour la plupart du temps pour les banques, le facteur humain, en fait, est-ce qu'on sent une confiance possible ou pas avec les gens qui viennent nous voir, ça va influencer tout ce qui vient derrière, l'analyse, la manière dont on évalue certains critères de manière plus prépondérante ou pas. Et aujourd'hui, pour moi, il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est est-ce que l'entreprise en question, est consciente, ça nous rassure déjà sur une certaine partie. 2, est-ce qu'elle a décidé
d'évoluer dans ce sens-là, dans le bon sens ou pas. Donc, de se mettre un certain nombre comment dirais-je, de points de rendez-vous en se disant, je veux avoir réglé telle problématique d'ici la fin de l'année. C'est l'idée de trajectoire. On en parle Voilà. aussi avec plein d'intervenants. En fait, les mesures, c'est bien, mais c'est quoi la trajectoire et à quoi tu t'engages, quoi. Exactement. Et le troisième aspect qu'on va prendre en compte par rapport à ça, ce sera, une fois qu'on aura commencé à travailler ensemble, est-ce qu'on tient cette feuille de route? Alors, il peut y avoir des raisons objectives et compréhensibles pour lesquelles, à un moment donné, il y a un des points de rendez-vous qu'on ne respecte pas, mais si on voit qu'on ne respecte rien du tout, ça pose question. Et nous sommes en train de réfléchir avec pas mal d'autres acteurs du monde financier à se dire, OK, mais, et en tout cas, ce sera le cas chez InvestBB, à un moment donné, pour les entreprises non vertueuses que l'on prend dans notre portefeuille, et je vais revenir dessus dans 2 secondes, on va définir aussi la conséquence si on ne respecte pas les engagements qu'on a pris. Ou alors, on va mettre une carotte. Moi, je préfère toujours le facteur de la carotte par rapport au facteur du bâton. Mais à un moment donné, il faut pouvoir utiliser les deux. Il faut que le bâton existe, en tout cas. Il faut que le bâton existe et il faut être conséquent. Le jour où tu as prévu un bâton, il faut pouvoir t'en servir. Donc voilà. Mais non, c'est quelque chose de bien. Et nous, on a, dans notre politique ESG, telle qu'elle a été présentée à notre conseil d'administration, à nos actionnaires, on a quelque chose qui avait fait réagir deux, trois personnes dans notre environnement au début. Parce qu'en fait, moi, j'ai dit, je ne veux pas de règles d'exclusion. Si, pour une activité qui est illégale, etc., voilà. Mais je ne veux pas, à la base, de règles d'exclusion par principe. Parce qu'une entreprise qui est dans un secteur traditionnel et qui a un mode de production polluant aujourd'hui, je ne veux pas lui fermer la porte. Parce qu'une manière d'avoir plus d'impact, c'est de convenir d'un schéma de transition avec eux. Et c'est là que nous, alors qu'on n'a pas dans nos missions d'être militants, mais par contre, pour nous, c'est une question de cohérence. On a mis d'ailleurs dans nos statuts, il y a 3 ans, à l'impulsion de mon prédécesseur, on a mis dans nos statuts que l'on veut avoir au travers de notre activité aussi une prise en compte des limites planétaires, des limites sociales, etc. Donc, s'il n'y a pas de trajectoire d'impact, il n'y a pas de financement? Ça pourrait à un moment donné arriver jusque-là. On a quand même encore toujours aussi un œil sur le volume d'emploi qui est concerné, etc. Quand on parle d'impact, c'est aussi social, c'est aussi territorial. Donc, il faut prendre en compte toutes les dimensions. On est dans des situations où on va éviter le blanc ou le noir. Par contre, je reste absolument convaincu que favoriser en fait l'évolution d'une organisation, et on peut le faire autant dans le domaine associatif d'ailleurs, parce qu'il y a certaines associations qui sont parfois, qui mériteraient parfois d'évoluer aussi sur ces dimensions-là. Mais je reste convaincu qu'en les aidant à bouger plus vite, en les motivant ou en les encourageant, on arrivera à pas mal de choses. Ouais. Daphné nous fait 15, je lis 5 sur ta feuille. Je vois 44 et je vois 5 minutes. Ok. Moi, les backstage, il reste pas secret. Je brise le 4e mur. Merci beaucoup. Tout ça est vraiment fascinant. Merci. On a encore 2 sujets. Un que je voulais traiter, qu'on veut traiter avec tous nos intervenants. Qui sont les imaginaires. Donc, je vais garder quand même 5-10 minutes là-dessus. Super. Il y a un message qu'on n'a pas encore parlé. Il était il était un peu caché dans tout ce que tu as raconté, mais c'est comment est-ce que c'est l'importance pour une boîte durable d'être pérenne. Comment est-ce que on fait le tri? Qu'est-ce que il y a des gens qui ont beaucoup d'envie de changer le monde. Parfois, ils ont des sujets qui sont importants à régler, donc il faut les financer, mais ils n'ont pas de business model durable. Comment on fait pour les aider? Ou est-ce que juste, comme tu dis, les entreprises, certaines doivent mourir, d'autres doivent survivre, et puis c'est comme ça? Mais écoute, je l'ai dit en introduction, moi je suis plutôt quelqu'un qui regarde toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Par contre, je suis content que tu poses cette question-là parce que je pense que quand on est citoyen engagé, quand on est militant de certaines causes, etc., la notion de l'idéal prend une place tellement prépondérante parfois dans la réflexion que il arrive régulièrement qu'on sous-estime ou que l'on met par choix la question, notamment financière, au second plan. Or,
et c'est notamment un discours que je porte au sein du secteur associatif. Un certain nombre de personnes m'ont déjà entendu le faire en public aussi. C'est de dire, et j'aime bien de provoquer un peu les gens en le formulant comme ça, en disant, écoutez, moi, je veux qu'on parle de cash, de pognon, de thunes, de flouze, de monnaie, de tout ce qu'on veut, d'argent, parce qu'en fait, je voudrais absolument que l'on revienne à la nature première de l'argent. L'argent est un outil, l'argent est un moyen. Alors, je n'adhère pas du tout à l'argent est une fin. L'argent est un moyen, et c'est un moyen qui est d'autant plus légitime que le but que vous poursuivez est un but qui est positif, qui va apporter quelque chose. C'est pas une question d'accumulation, c'est une question de l'utiliser pour... Alors, on peut avoir des débats philosophiques sur la question de l'accumulation, mais le message que je voudrais vraiment faire passer, oui, une entreprise doit réaliser du bénéfice. Elle doit être profitable. C'est indispensable. Pourquoi? Parce que l'environnement autour d'elle changera en permanence. Parce que l'environnement, la technologie, etc., vont amener à devoir constituer ou reconstituer, en tout cas, les moyens financiers pour pouvoir faire face à ces changements, pouvoir faire face à des opportunités, à des risques, à des dangers, etc. Mais là, le message, il est le même quand vous êtes une association. Vous portez un projet de cœur, un projet qui a un impact social, un impact sociétal. Vous trouvez, enfin moi personnellement, comme administrateur de l'ASBL, ça me met profondément mal à l'aise de me dire on va engager des gens sur un subside et en fait on a notre subside pour 2 ans et je ne sais pas comment on va faire pour les financer 2 ans plus tard. Donc il faut que mon ASBL, je trouve le moyen de me dire je lisse des revenus et quand on engage quelqu'un, donc sur plus d'une vingtaine de personnes actives chez Pastou, on a l'un ou l'autre poste qui est lié à des subsides plus ponctuels. Mais notre réflexion, en tant que responsable de l'ASBL, notre réflexion au sein du conseil d'administration de cette fédération notamment, notre réflexion, elle est, on essaye de l'avoir à 5 ans, comme une entreprise. Alors qu'on est, bon, d'après la loi, nous sommes une entreprise. Hein. Je rappelle, aujourd'hui, chaque ASBL est une entreprise. Mais je trouve que c'est bien parce que ça rend la lettre de noblesse aussi à l'aspect associatif. Et il n'y a pas d'obligation d'une ASBL de ne pas faire de profit pour continuer son activité. Ça a été supprimé. Par contre, l'ASBL, elle n'a pas d'actionnaire. Donc, elle ne distribue pas de dividendes. Et en fait, c'est le modèle juridique d'une structure dans laquelle, si elle fait du résultat financier, ça reste des moyens qui sont à sa disposition. Aujourd'hui, comment dirais-je, il y a beaucoup d'ASBL qui tirent le diable par la queue. Il y a quantité d'ASBL, si je lis les publications des tribunaux de commerce, en fait, qui ne déposent jamais leur compte parce qu'elles fonctionnent avec pratiquement rien, voire effectivement, ça fait longtemps qu'on ne tient plus les comptes. Et alors, on est étonné de voir des listes d'associations qui ont quelques petits soucis administratifs. Mais simplement, cette notion de pérennité. En fait, quand on veut parler de durable, il faut s'inscrire dans le temps. Alors, oui, il y a des missions, elles se terminent. À un moment donné, vous pouvez porter un projet avec une association ou avec une entreprise, et puis vous avez atteint votre objectif et vous n'en avez plus. Oui, ça arrive, ça arrivera encore. Même chose pour certaines fondations, qu'elles soient d'utilité publique ou non, vous avez atteint votre objectif, mais c'est terminé. Soit vous avez un autre objectif qui suit, mais si vous avez atteint votre objectif, ou si votre marché disparaît parce qu'à un moment donné, la technologie que vous avez promue, elle n'est plus adaptée, c'est terminé. Ça me fait penser, quand tu parles de pérennité, on a eu la discussion avec Alexandre d'Andois l'année passée, et j'ai beaucoup aimé quand il a dit, en fait, nous, la durabilité, c'est aussi la pérennité, c'est notre entreprise à 200 ans, comment on fait pour qu'elle vive encore 200 ans. Et donc, c'est une vision à long terme de l'organisation. Et en fait, c'est ce que, dans mes contacts professionnels et privés, c'est ce que j'incite toujours tout le monde à faire, c'est de se dire, OK, on vit aujourd'hui, OK, cette année-ci, j'ai tel problème budgétaire, tel objectif, tel machin, etc. Oui, OK, mais dans ma réflexion, je ne peux pas me contenter de me dire tous les 12 mois, je regarde juste pour l'année prochaine et je discute un peu de mes résultats en cours. C'est où est-ce que je vais et pourquoi est-ce que je vais là-bas et où est-ce que je vais aller après. Donc voilà. Quand je vois le côté précaire d'un certain nombre d'emplois, et notamment dans le secteur associatif, je me pose parfois la question de me dire, oui, mais bon, c'est beau parce qu'on porte des causes, mais on le voit, hein,
beaucoup de gens sortent du secteur associatif à un moment donné parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas développer leur propre projet de vie. Alors, ça peut être l'accès à la propriété, parce qu'à un moment donné, on n'a pas les fiches de paye qui permettent de rassurer l'institution bancaire à qui on dit, tiens, mais j'ai besoin d'emprunter 100 000 euros, ça va être compliqué. Et il y a le statut de coopérative qui apparaît de plus en plus, qui peut être une solution hybride entre l'entreprise full profit et la SBL. Mais à la base, la coopérative est une entreprise full profit. Ouais. Mais par contre, donc, elle a un scope qui est plus restreint qu'il ne l'était auparavant, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour une petite coopérative, tu dois avoir autour de la table comme associé majoritairement des gens qui bénéficient directement du service de la coopérative. Donc, on en a vu autour de certains projets d'éolien, on en a vu comme ça dans des projets de maraîchage, etc. Par contre, il y a moyen d'utiliser une structure de SRL, par exemple, en lui donnant toutes les caractéristiques d'un fonctionnement coopératif. En fait, il faut arrêter de faire des distinctions. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, il faudrait idéalement arrêter d'avoir comme ça des clichés figés sur les choses. En fait, la forme juridique que vous choisissez, c'est dans votre boîte à outils. Le législateur vous donne un certain nombre d'outils, mais la vraie question derrière, c'est quelle est ta philosophie? Qu'est-ce que tu fais derrière? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Nous, on a choisi la SRL parce que c'était le bon outil à ce moment-là, et on a inscrit dans nos statuts qu'on était une entreprise à impact et qu'on plaçait l'environnement, le social et la société avant tout. Et donc c'est super intéressant. Je veux justement, ça fait un super lien avec le dernier sujet. Comme on parle de futur, d'un peu prospective, pour nous, enfin, tu vois, tu parlais de l'entreprise, c'est quoi sa vision? Il nous semble essentiel de proposer des nouveaux récits, de proposer des récits qui donnent du sens pour les jeunes qui veulent rejoindre les entreprises, mais pour l'associatif, pour les militants, etc. Comment est-ce que toi, tu vois le monde idéal en 2050? Et comment est-ce que tu penses qu'on peut utiliser ce type de récit-là pour changer le récit dominant pour agir là-dessus? Alors, changer le récit dominant, moi, je pense que le premier impact, enfin, le premier point qu'on devrait arriver à atteindre, c'est arrêter avec le fait que ce n'est que des caprices d'écolos et compagnie ou de militants associatifs de discuter de ces sujets, et qu'au niveau institutionnel, politique, le sujet soit présenté pour ce qu'il est, à savoir un vrai défi qui est un défi sociétal qui touche tout le monde, qu'on soit un acteur économique ou pas, qu'on soit militant de ceci ou pas du tout, qu'on soit simple consommateur passager d'une société dont on profite de tout ou pas. Le climat s'en fiche que tu sois de gauche ou de droite. On est dans le même bateau. Et oui, ça va coûter cher. Et oui, ça va demander des choix de société. C'est exact. Mais aujourd'hui, on a un discours qui n'est pas suffisamment clair par rapport à ça. Alors oui, ça va coûter probablement des dizaines de milliards. Mais il ne serait pas normal non plus, ni qu'on casse la machine économique au nom de cette cause-là, complètement, parce qu'il y aura des dégâts sociaux très très importants derrière, et probablement des dégâts environnementaux, parce qu'il y a un certain nombre de processus et d'installations et compagnies qui n'ont pas un impact environnemental d'office trop lourd aujourd'hui tant qu'elles sont en fonctionnement. Et demain, ces choses-là font faillite. On a vu la gestion des friches. On a 2 générations qui se sont écoulées pour qu'on arrive à avoir aujourd'hui toute une série de ces sites qui reviennent à des conditions dans lesquelles on peut les exploiter. Sur nos systèmes énergétiques aussi, on ne peut pas juste les laisser à l'abandon. Et donc, on ne peut pas casser la machine économique, mais d'un autre côté, ça ne peut pas se faire au détriment non plus de pans entiers de notre société. C'est-à-dire, il y a des questions très interpellantes. À un moment donné, on se rendait compte au moment où les tarifs, ça a été beaucoup dans la presse, mais une interpellation fondamentale, vous avez le prix de l'énergie qui flambe. Et alors, ceux qui avaient les moyens d'avoir des panneaux solaires ou des pompes à chaleur, la combinaison des deux, etc., et de la géothermie, pourquoi pas, ce qui sont des investissements relativement conséquents, mais ils se sont dit psychologiquement, on est à l'abri d'eux. Par contre, le débat public a mené notamment à mettre l'accent sur le fait que quantité de logements sociaux sont des passoires énergétiques invraisemblables. Et donc, quelque part, le constat a été fait.
mais je ne suis pas dans les dossiers, donc je ne sais pas où on est en termes de réflexion. Je sais qu'il y a pas mal de sociétés de logements sociaux qui ont des vraies volontés d'isoler le mieux possible, de faire en sorte que on inclut dans cette réflexion et dans cette programmation de la gestion de leurs infrastructures d'arriver le plus vite possible à un schéma dans lequel on est vertueux en termes d'énergie. Et Mais économiquement aussi, parce que si tu peux pas payer la facture d'énergie, tous tes bénéficiaires, voilà. Exactement, Ouais. exactement. Et donc, c'est un défi, mais c'est un défi qui est collectif. Et les entreprises n'ont pas intérêt non plus à voir la situation déraper parce que la demande intérieure, on l'a vu quand la Banque nationale a donné son dernier rapport. Oui, la Belgique a bien résisté, mais la partie de la consommation intérieure en Belgique est beaucoup plus importante que certains proportionnellement. Donc, dans ce qu'on appelle la richesse produite chaque année, économiquement parlant, elle est beaucoup plus importante que celle qui a été dans certains autres pays qui n'ont pas eu la même résilience économique. Et c'est vrai que c'est des débats qui sont complexes, qui impliquent énormément de gens, énormément d'institutions, de niveaux de pouvoir politique qui sont différents. Mais si on met la question là où elle doit être mise, à savoir c'est une question collective, c'est une question sociétale, et nous faisons tous partie de la même société jusqu'à preuve du contraire. Sauf s'il y a des milliardaires qui partent sur Mars et ils feront leur société là-bas. Eh ben, tant mieux pour eux. Et du coup, toi, je sais qu'il reste plus beaucoup de temps, 3 minutes, mais je voulais quand même avoir ton monde idéal, la chose que toi tu projettes, qui te permet d'agir. Eh bien, je te dirais que c'est un monde dans lequel on a trouvé le moyen de nous fédérer. C'est un monde dans lequel on ne fait pas carrière en prônant, en encourageant ou en stimulant les antagonismes. C'est un monde dans lequel on sait construire des ponts. Alors, si tu appliques juste ces termes-là dans le domaine de l'innovation technologique, c'est clair que et les scientifiques, beaucoup de scientifiques sont habitués à ça. Ils partagent aux quatre coins de la planète, ils partagent leurs découvertes parce que ça les stimule et que ça leur permet d'évoluer. Mais sur le plan économique, le nombre de fois, c'est parfois dommage. Moi, je suis à titre privé, je suis un certain nombre de petites startups qui démarrent. Et le nombre de fois que je vois 2 ou 3 équipes qui démarrent en fait avec le même projet, mais comme chacun c'est son bébé, c'est parfois compliqué de leur faire comprendre que ça vaut la peine de vous parler. Parce qu'il n'y a peut-être pas de place pour être à 3. Il y a peut-être au contraire des synergies. Il y en a peut-être un qui est fort pour tel aspect et l'autre pour tel aspect, etc. Il y a le fait d'avoir des bonnes discussions dans des rapports clients-fournisseurs, ça met de la confiance, mais entre l'autorité publique et la partie privée, c'est la même chose entre le citoyen et l'autorité publique. Aujourd'hui, en fait, la plupart des administrations, depuis le Covid, donc on a oublié le principe qu'on avait imposé début des années 2000 où l'administration publique se voulait transparente. Vous aviez pour tout échange avec l'administration publique le nom du fonctionnaire, un numéro de téléphone, un mail, etc. Chercher dans les échanges qu'on a avec aujourd'hui, je l'entends de tous côtés, et je viens encore de le vivre récemment personnellement, mais il n'y a plus rien comme coordonnées, à part une adresse d'une boîte postale, dans le cas qui m'occupe moi ici, auquel j'étais confronté il y a quelques semaines. J'étais bien en panne. Oui, il y a encore un nom qui signe, mais je n'ai aucune coordonnée de contact. Et donc, c'est la même chose. Essayer d'avoir un rendez-vous, combien de temps ça va prendre pour l'avoir, etc. Mais c'est pas une critique, c'est juste un constat aujourd'hui. Et il y a des raisons qui expliquent chacun de ces constats. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne à cette notion où tout acteur, qu'il soit individuel, collectif, entreprise, pouvoir public, se remette en fait dans cette perspective. Et tu me demandes l'imaginaire, le rêve. Hein. Bon, on donc, peut y arriver, que chacune, à son niveau, puisse avoir cette représentation mentale comme filtre de son action, à savoir, je suis un élément dans un tout. Et je cherche à, dans la mesure du possible, agir dans un esprit de certaine cohérence. Ça ne veut pas dire trahir ses valeurs, ça ne veut pas dire trahir les règles et les contraintes de son fonctionnement propre. Ça veut juste dire qu'il faudrait cet a priori de dire, bon, mais si je peux contribuer, je contribue. Ouais, c'est top. C'est un beau monde. Ça répond, je pense, à
à une question que je ne vais du coup pas te poser. Et comme il nous reste 0 minute, je voulais quand même te demander si tu avais un livre, une pièce de théâtre, un podcast, une émission, un film ou juste une expérience à partager que tu conseilles aux gens de faire. En fait, si les gens qui nous regardent ou qui nous entendent n'ont pas encore fait la lecture du bouquin de Kate Raworth, Mhm. je les inviterai à le lire, donc la théorie du donut, Mhm. mais avec un œil, parce que bon, Kate, elle est connue aussi pour avoir des points de vue très très clairs sur un certain nombre de choses. Je dirais un œil un petit peu détaché, parce qu'en fait, c'est une clé de lecture, c'est une grille de lecture qui est formidable, mais que j'incite tout le monde à mettre en résonance par rapport à l'ensemble de ses propres réflexions Mhm. pour qu'on ne rentre pas non plus de nouveau dans ce jugement dual qui sépare les gens, qui les oppose les uns aux autres, etc. C'est de se rendre compte que oui, c'est une situation qui est complexe, mais de la complexité, on peut sortir par la collaboration. Ouais. Merveilleux, merveilleuse conclusion. Merci Xavier. Avec plaisir. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous. J'espère que tu t'es bien amusé. Et je me suis bien amusé, je peux le confirmer. Donc voilà. Je conseillerais à d'autres de venir l'année prochaine. Eh ben, on mettra ça dans la pub pour